Bonjour à tous. Déjà quelques mots sur Manutan. Donc on a un groupe familial qui a été fondé il y a 52 ans. Aujourd'hui, notre métier, c'est d'équiper les entreprises, les collectivités et les artisans avec une offre de plus de 400 000 références. Pas uniquement d'équiper, mais d'apporter tout un tas de solutions qui sont particulièrement adaptées aux besoins de ces différentes cibles clients, avec des marques différentes, avec des produits différents et bien sûr des services qui sont différents. On est présent sur 17 pays et on a 1 million de clients en Europe. Et en termes de chiffre d'affaires, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit depuis 4 ans qu'on a une croissance qui est vraiment régulière. Et ce que je voulais partager avec vous, c'est le résultat de quoi comme travail. Le premier travail, ça a été un travail d'acquisition d'entreprises, de croissance externe. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est surtout ce qu'on a réussi à faire, à transformer notre modèle et à recentrer totalement le client au cœur de notre entreprise. Pour moi, ça commence en 2007, il y a 10 ans, quasiment jour pour jour, quand Steve Jobs a présenté l'iPhone. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on était connecté de temps en temps dans la journée, parce qu'on était uniquement connecté face à son ordinateur personnel ou professionnel. Grâce à l'iPhone, les smartphones ont été totalement généralisés et ça a permis à l'ensemble au mass market d'être connecté tout le temps. Il ne se passe pas une seule heure, voire même pas un seul quart d'heure sans qu'on consulte notre téléphone pour communiquer, pour échanger, pour écouter de la musique, etc. etc. Et c'est vrai que ça a totalement bouleversé notre marché dans le B2B. La première chose, c'est la concurrence. Avant, d'ailleurs, le panel d'aujourd'hui des présents dans la salle est intéressant. C'est qu'on était quasiment tous là il y a 10 ans. Et on était sur une concurrence très stable et on s'observait les uns les autres. Aujourd'hui, il y a des nouveaux entrants partout. On entend Amazon Business qui dit 1 million de clients, Mano Mano qui va faire 270 millions d'euros de chiffre d'affaires sur des produits de bricolage et d'équipement, alors certes pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels. Le deuxième élément que ça a fondamentalement changé, c'est les exigences clients. C'est-à-dire qu'à l'époque, on pouvait répondre à un devis en 2 jours, pouvoir répondre à une demande client dans la journée, ça allait, ou voire ça pouvait attendre le lendemain. Aujourd'hui, avec tous les usages dont on a parlé ce matin, c'est impossible. Il faut répondre à un devis en 1 heure, il faut répondre instantanément, on vient de le voir, aux différentes demandes clients, parce que la question d'instantanéité, notamment, est devenue une valeur essentielle pour les utilisateurs. Et la troisième chose, c'est la technologie. C'est vrai qu'à l'époque, la technologie était peu performante, très longue à mettre en place et surtout très très chère. Aujourd'hui, n'importe quel entrepreneur peut créer une application d'intelligence artificielle, etc., etc., tout seul et de manière très très vite. Et on le voit à quelle vitesse certaines petites startups peuvent totalement révolutionner un marché. Alors c'est vrai que nous, depuis 2007, on a beaucoup investi dans le e-commerce, on s'est beaucoup transformé, on a un ADN de catalogue papier, on a beaucoup renouvelé nos processus pour s'adapter au digital. Mais c'est vrai qu'il y a 3 ans, on s'est dit il y a quelque chose qui ne va pas, on n'exploite pas toute cette transformation-là et toutes ces opportunités comme on le devrait. Et donc, la chose que j'ai fait, c'est d'aller voir effectivement dans Silicon Valley, essayer de mieux comprendre comment travaillent ces GAFA et toutes ces startups là-dessus. Alors, mon retour d'expérience, c'est la première chose, on a parlé beaucoup d'utilisateurs et c'est vrai qu'ils sont omnibulés par les utilisateurs. Et l'exemple d'Alexandre ce matin sur les taxis montre très très bien comment Uber a travaillé. On parle d'ubérisation, etc. Finalement, c'est très très simple. Je regarde mes utilisateurs, quelles sont toutes les douleurs qu'ils ont au quotidien, et je construis un nouveau service qui permet de dire, aujourd'hui, les chauffeurs de taxi n'acceptent pas la carte bleue. Je fais un système où ma carte bleue est préenregistrée et le paiement, finalement, n'est même plus une action de paiement. C'est le chauffeur lui-même qui va, en terminant la course, être débité et c'est à ce moment-là où l'acte de paiement va être fait. Et ça, c'est une vraie réalité. C'est-à-dire qu'ils sont omnibulés par ça. Ils ne travaillent uniquement que comme ça. La deuxième chose, c'est effectivement la data. On a beaucoup parlé. C'est vrai qu'à l'époque, moi, je me souviens, il y avait 150 data scientists chez eBay et qui étaient répartis dans tous les métiers. Même les RH avaient une dizaine de data scientists pour analyser comment les employés se comportaient, les effets de turnover, etc., etc. Mais ils utilisent aussi la data, pas que à des fins d'analyse, pour rendre meilleurs leurs produits. Et je pense que le meilleur exemple, c'est Waze. Qu'est-ce qui différencie Waze de notre GPS de voiture qu'on n'utilise plus aujourd'hui ? C'est la data. C'est-à-dire qu'ils utilisent l'ensemble des data communautaires pour être capables de rendre, d'optimiser le trajet et de donner une heure d'arrivée qui va être bien plus pertinente que celui de notre GPS de voiture. Le troisième élément aussi qui m'a marqué,
il n'y a aucune SS2I à San Francisco. Les SS2I n'existent pas. Pour eux, c'est une aberration d'externaliser les développements techniques. La technologie est totalement cœur de métier chez eux. Et c'est comme si nous, on disait « Ah oui, bah, je vais externaliser ma force de vente commerciale ». Ça nous paraîtrait complètement dingue. Bah, c'est vrai que eux, c'est la même chose autour de la technologie. Mais surtout, ce qui m'a marqué, c'est le time to market. Ils sont totalement focalisés sur à quelle vitesse ils délivrent et à quelle vitesse ils lancent des nouveaux produits. Un développeur m'a dit là-bas, nous, aucun projet ne doit dépasser 6 semaines. Si ça dépasse 6 semaines, ça veut dire 2 choses. Soit que le projet est bien trop gros, soit qu'on ne met pas assez de moyens, donc il n'est pas suffisamment important, donc il faut se reposer la question, est-ce que c'est vraiment un sujet à lancer? Et c'est vrai qu'ils préfèrent aller très très vite à lancer des bêtas, etc., apprendre de la data et d'être capable derrière d'améliorer et d'itérer, comme ça a été mentionné plusieurs fois ce matin. Alors c'est vrai que dans le retour dans l'avion, c'est un peu compliqué parce qu'on est totalement énergisé par ce dynamisme et cette volonté d'innovation, etc. Mais en même temps, quand on regarde le travail à la maison, on se dit « Ouh là là, comment on peut faire tout ça ?» C'est super, mais bon, il y a une culture, il y a un historique de 50 ans, il y a un catalogue papier qui est encore très présent dans les esprits. Comment on va faire? On va faire en interne, en externe, on va faire de l'open innovation et tout ça. Très compliqué. Le choix qu'on a fait, c'est de lancer un lab. Le lab, il a une mission très claire, c'est de créer des expériences, des nouvelles expériences qui sont totalement mémorables pour nos clients, nos fournisseurs et nos employés. Parce qu'on pense que tout est intimement lié et que l'innovation doit servir l'ensemble des expériences pour tout notre écosystème. Alors c'est vrai que c'est un lieu et on y tient beaucoup parce que l'innovation passe aussi par l'endroit où on innove. Et donc on a créé un lieu qui favorise énormément l'intelligence collective et qui regroupe tout type de compétences dans l'entreprise. Des compétences internes, des métiers, des compétences techniques, des nouveaux métiers comme les UX designers, etc. Et aussi des startups. Ce qui nous permet de totalement co-créer et de bénéficier de la valeur ajoutée et du savoir-faire de chacun. À la fois de gens qu'on a recrutés ou en externe, parce qu'on recrute beaucoup, mais aussi de gens qu'on veut totalement accompagner dans cette transformation digitale et bénéficier de leur savoir-faire. Et surtout, le mieux en termes de change management, c'est l'expérimentation, c'est comment j'innove moi-même et pas une équipe à qui on va dire « Ah ok, c'est eux qui vont le faire et moi, on me laisse sur le bord de la route ». Ce qui est aussi très très important dans un lab, c'est comment on travaille. Donc, notre méthode, elle est finalement assez simple. Déjà, tout projet doit partir soit d'un problème, soit d'une douleur utilisateur, qu'elle soit une douleur client, une douleur employé ou une douleur d'un de nos fournisseurs. À partir de ça, on fait une immersion terrain. Et cette phase est la plus importante de tout le process. Pourquoi? Parce qu'elle permet de partir dans la bonne direction. Très souvent, on s'est rendu compte qu'on identifiait un problème, mais on pensait que la cause racine, c'était ça, on était convaincus, et finalement, ce n'était pas du tout ça. Donc l'ensemble de notre processus d'innovation partait dans la mauvaise direction parce qu'on n'avait pas la bonne cause racine. Et donc aujourd'hui, on a recruté des gens dans lesquels la mission, c'est uniquement d'aller observer, de comprendre, et surtout dans le contexte. C'est-à-dire plutôt que de dire c'est quoi ta douleur, on les observe. Et c'est beaucoup plus intéressant que d'aller poser des questions. Une fois qu'on a fait ça, là on recherche des solutions. Et ce n'est pas forcément des solutions digitales, c'est souvent des solutions qui combinent, comme ça a été mentionné, l'humain et le digital. Comment la technologie va venir aider l'humain à répondre au problème initial. Ensuite, phase aussi très très importante sur laquelle on s'est beaucoup challengé, c'est la question du prototypage. On s'est rendu compte, de par nos différents projets qu'on avait fait dans le passé, qu'on lançait des projets et qu'on se rendait compte 6 mois plus tard que le projet n'était pas bon et qu'on avait investi énormément en temps, en développement, etc., pour se rendre compte qu'il y avait des vrais problèmes, soit d'expérience utilisateur, soit d'autres types de problèmes. Aujourd'hui, on a créé un process où en 15 jours, on est capable de prototyper et de tester avec les utilisateurs finaux. Ce qui nous permet de savoir très très vite si on s'est planté ou pas. Parce que c'est vrai qu'on a beau avoir fait une super bonne phase d'immersion, une très très bonne phase de recherche de solutions, mais on peut s'être planté et ça arrive extrêmement souvent. Et c'est vrai que ce process-là, qu'on a pareil, totalement internalisé, c'est des équipes Manutan,
qui prototype et qui teste avec des utilisateurs finaux, que ce soit des clients, des fournisseurs ou des employés, nous permet aujourd'hui d'être très très agile et d'aller très très vite sur ces phases de prototypage et de se rendre compte très vite si l'idée elle est bonne ou elle n'est pas bonne, et surtout, même si l'idée est bonne, des fois elle est mal exécutée. Une fois qu'on a fait ça, on lance, on développe et on lance en bêta. C'est aussi une phase qui est assez compliquée culturellement, parce que très souvent on veut avoir la très très belle application qui va tout faire, tout ce qu'on a imaginé, tout ce qui a été parfaitement conçu par les UX designers. Eh bien non, aujourd'hui on a vraiment décidé de lotir, de lancer des petits bouts et surtout d'apprendre par des vrais data, par des vrais retours utilisateurs une fois que c'est live. On a beau faire des vrais tests utilisateurs, rien ne remplace le fait de lancer cette fonctionnalité-là et de se rendre compte avec des milliers d'utilisateurs si ça fonctionne ou pas. Et c'est vrai que cette phase d'analyse, elle est essentielle parce que moi je crois énormément à cet effet d'itération. Le succès n'arrive jamais du premier coup et on n'a aucun projet, on a eu beaucoup de projets qui ont bien marché mais aucun n'a marché du premier coup. Et donc ça, c'est ce processus-là qui nous permet aujourd'hui d'accélérer très fortement notre capacité d'innovation, mais aussi d'embarquer l'ensemble des collaborateurs dans ce chemin-là. Et ça passe sur des sujets d'innovation purement digitale, mais là, 90% des projets qu'on sort combinent le digital et l'humain. Un cas très concret, on a lancé une app qui permet de tester le produit dans son environnement avant de l'acheter grâce aux technologies de réalité augmentée. Le point de départ, c'est qu'on s'est rendu compte que 50% des retours étaient liés à un problème de taille. Que ce soit sur des vêtements de protection individuelle, que ce soit sur une taille de carton ou une taille de tableau blanc, ou voire même une taille de bac. Finalement, on a ce problème-là sur énormément de nos produits. Et donc si on fait le retour, le problème c'était beaucoup de retours. L'immersion terrain nous a permis de bien comprendre que c'était lié à un problème de taille et d'échelle, parce que d'acheter sur une fiche produit avec une photo fond blanc, c'est très difficile de se rendre compte de la taille. On a recherché des solutions, on a travaillé avec des startups, et c'est là où on a identifié cette opportunité de la 3D. On l'a prototypé très vite, on l'a mis très vite dans les mains d'un utilisateur, et ensuite on a lancé une première version, qui était loin d'être la version qu'on aurait totalement imaginée, mais on a très bien fait de le faire, parce que le fait de lancer ça très vite nous a permis de détecter qu'on avait mal conçu certains points du parcours client, et du coup, l'analyse en termes de data nous a permis de retravailler, et là on est en plein développement de la deuxième version. Et donc on applique ça sur des projets comme la réalité augmentée, mais on applique aussi exactement le même process quand on veut rajouter une nouvelle fonctionnalité sur notre site e-commerce, etc. L'ensemble des projets qui touchent l'expérience client digitale passent par ce process-là, que ce soit la couleur d'un bouton ou une app de réalité augmentée. Un point de retour d'expérience extrêmement important que je voulais partager avec vous, qui a été un peu touché du doigt, mais je voudrais encore insister, c'est que ça ne fonctionne pas si on n'a pas la culture adaptée. Le meilleur exemple que j'ai, c'est toutes les initiatives en termes de méthodes agiles qui peuvent être faites. Les méthodes agiles, si on n'a pas la bonne culture, ça ne fonctionne pas. On utilise beaucoup les méthodes agiles, et c'est vrai que là, c'est mon propre retour personnel. Dans les méthodes agiles, un des bases, c'est la responsabilisation de l'équipe agile en question. Pour moi, ça a été hyper difficile de passer d'un process où je décidais tout, c'est très rassurant, à un process où 90% des décisions opérationnelles sont prises par l'équipe. Le meilleur exemple, c'est les décisions de design. Ah ben non, c'est moi, je suis le mieux payé de la boîte, enfin de l'équipe, bientôt de la boîte. Et donc c'est moi qui sais mieux quelle maquette il faut choisir entre le design A et le design B. Ça a été assez compliqué d'accepter que c'est les utilisateurs qui allaient valider, et surtout c'est l'équipe qui allait effectivement acter que les utilisateurs préféraient cette option-là plutôt que l'autre. Deuxième point, du coup la vision. Parce que quel est mon rôle maintenant ? Mon rôle, il est beaucoup plus de donner la vision de où est-ce qu'il faut qu'on aille, la vision stratégique, les éléments différenciateurs sur lesquels il faut qu'on insiste, plutôt que de prendre plein de petites décisions opérationnelles comme je le faisais auparavant. Et bien sûr, le droit à l'erreur, essentiel. Ça a été un peu touché du doigt, et je voudrais vraiment énormément insister là-dessus. On ne peut pas demander à des équipes d'être responsabilisées si chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois qu'ils n'ont pas été dans le bon sens, il y a sanction.
Moi, j'utilise plus ce mot-là de toute manière. C'est que des enseignements. Le vrai élément essentiel, c'est comment, à partir d'une erreur, on est capable de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et 90% du temps, c'est soit qu'il y avait un problème de vision, la vision n'était pas suffisamment bien exprimée, soit qu'il y avait un problème de process. Et c'est vrai que ça nous a permis d'énormément de retravailler autour de ça et de comprendre qu'il y avait une mutation énorme du modèle managérial avec l'ensemble de ces enjeux de la transformation digitale. Donc ce qu'on a décidé, c'est qu'on a lancé un énorme programme de formation de tous nos managers, du manager du siège, mais aussi le manager des équipes de préparation de commandes en République tchèque. On a créé notre propre programme de formation qui intègre bien sûr des basiques de management, mais aussi ces éléments-là, pour vraiment accompagner et rendre ça totalement réel et pas uniquement au lab. En conclusion, voilà notre chemin, voilà où on en est. On a créé pas mal de succès, c'est un vrai driver de croissance. Mais par contre, ça repose sur énormément de piliers. Et c'est vrai qu'en faisant le slide, je me suis dit lequel j'enlève. C'est très difficile. Mais par contre, retenez que les prérequis sont vraiment la culture et le time to market. On ne peut plus se permettre d'aller lentement et on ne peut plus se permettre d'avoir une culture, entre guillemets, à l'ancienne, en termes de management, en termes de droit à l'erreur. Et c'est vraiment ça qui, aujourd'hui, nous permet d'avoir une croissance pérenne et sur lequel on se sent armé pour combattre les nouveaux concurrents comme Amazon, Alibaba, etc. Je vous remercie de votre attention.